L'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de M. Jean-Marc Chéry, président directeur général de ST Microelectronics, et Mme Frédérique Legrévesse, présidente France. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct et elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Madame la Présidente, Monsieur le Président directeur général, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête, outre bien entendu vos fonctions chez ST Microelectronics, raison pour lesquelles vous êtes ici. Sinon, pas d'autres liens d'intérêt? Alors prenez bien toujours le micro quand vous intervenez, oui, parce que comme c'est enregistré. Donc vous savez qu'une partie de l'actionnariat de ST Microelectronics, c'est la Banque publique d'investissement, la BPI. C'est ce que je voulais déclarer. Merci. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Je le jure. Madame la Présidente, vous pouvez peut-être prendre le deuxième micro, ça vous évitera de changer à chaque fois. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Et enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises, qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. ST Microelectronics est le premier acteur français du secteur dans la conception et la fabrication de puces électroniques. Un projet d'agrandissement de l'usine de Crolles a été lancé avec la société Global Foundries d'un montant de 7,5 milliards d'euros, pour lequel le principe d'une aide de l'État plafonnée à 2,9 milliards d'euros a été annoncé par le gouvernement en juin 2023. Après une présentation succincte de l'activité de votre groupe, nous aimerions connaître votre regard sur les aides publiques aux entreprises. Quelques questions pour étayer vos propos liminaires. Quelles sont les principales différences entre les aides versées en France et celles octroyées dans les pays où votre groupe est présent? Quel est le montant global des aides publiques reçues par votre groupe en 2023, mais je dirais sur les dernières années? En particulier, quel est le montant des subventions? Quel est le panorama de vos sous-traitants et des aides qu'ils perçoivent? Avez-vous le sentiment que les aides publiques aux entreprises sont suffisamment suivies et évaluées en France? Quelles sont, selon vous, les aides dont l'efficacité est avérée et celles dont l'efficacité est plutôt jugée douteuse? Quelles seraient vos propositions pour renforcer l'efficience des aides publiques octroyées aux entreprises? Seriez-vous favorable à l'introduction de conditions ou de critères permettant d'évaluer l'efficacité des aides? Et enfin, quelles devraient être alors les limites de la conditionnalité de ces aides? Je vous propose de traiter ces questions dans un propos liminaire d'une vingtaine de minutes. Puis, notre rapporteur Fabien Gay vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Et enfin, les membres de la commission d'enquête ici présents pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le Président directeur général, Madame la Présidente, je vous cède la parole. Merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs, bon, tout d'abord, je vous remercie de nous avoir conviés à cette commission. Bon, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je développerai les choses en 3 points. Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est que je vous donne un aperçu du panorama de cette industrie et où se situe ST. Et on fera très vite effectivement le lien avec la notion d'aide, compte tenu du caractère spécifique de cette industrie. Et puis ensuite, je développerai la partie aide. Bon, là, vous m'en voudrez pas, mais je regarderai bien les notes que m'ont préparées mes collaboratrices et mes collaborateurs. Et puis, sur la fin, donc, je répondrai effectivement à la question qui est posée. Alors, je vous donne quelques mots sur notre industrie. Bon, alors,
composants électroniques semi-conducteurs. Bon, déjà, c'est un petit peu barbare. Bon, un semi-conducteur, c'est quoi? C'est en fait un matériau qui a la capacité de conduire l'électricité sous certaines conditions. Et donc, soit parce qu'on a modifié sa structure physico-chimique, ou soit parce qu'on applique une tension ou qu'on l'expose à la lumière. Bon, ça fait ce qu'on appelle les composants actifs, contrairement aux composants passifs, type résistance ou inductance. Bon, ça, c'est une chose. Bon, les produits et les technologies de fabrication donc, de ces composants électroniques semi-conducteurs ont été maintenant, depuis quelques années, classifiés industrie habilitante clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles permettent l'innovation et les progrès de toute l'économie de fourniture de biens et de services en fait, de la société, au travers de l'informatique, des télécommunications, de la mobilité dans sa globalité. Hein, donc, effectivement, la mobilité, on pense tout de suite à l'automobile, mais ce sont les navires, c'est l'auto, les vélos, les avions, les fusées. Donc, c'est la mobilité dans le sens général. L'industrie dans le sens général, c'est-à-dire réellement l'industrie, la fabrication, mais aussi l'énergie, le spatial, comme je l'ai dit, le militaire, il faut aussi en parler, le médical, et puis, bon, enfin, je dirais l'industrie dite grand public, la consommation grand public. C'est une industrie qui est intrinsèquement complexe. Pourquoi elle est complexe? Parce que elle nécessite de longs délais de fabrication, parce que le processus de fabrication, en fait, repose à la fois sur une industrie du type process, c'est-à-dire la transformation d'un matériau de base en une puce après une succession d'étapes physico-chimiques, mais aussi une industrie discrète, c'est-à-dire assemblage d'une puce dans un boîtier, connexion à des connecteurs et ensuite test pour savoir si le produit est conforme aux spécifications des clients. C'est-à-dire que les délais de fabrication sont d'environ entre 1 et 6 mois pour les composants les plus complexes, en moyenne 3 mois. Complexe aussi par les délais de conception et des produits et de développement de la technologie de fabrication, environ 2 ans. Et donc faisant appel à des techniques de conception automatique et de développement de ces produits sur des jumeaux virtuels de la technologie. Pourquoi? Sinon, on mettrait beaucoup trop de temps à développer ces produits. Donc 2 ans minimum de conception et de développement. Et la mise en place d'une usine nécessite environ 5 ans. Donc vous voyez que c'est une usine intrinsèquement complexe. Comme elle est en mutation permanente, tirée en fait par les applications, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'améliorer de façon permanente les performances des composants, quel que soit le type de composant, toujours en consommant moins de puissance, soit lorsque le composant fonctionne, soit lorsque le composant ne fonctionne pas. Bon, qui n'a jamais râlé parce que sa voiture pleine d'électronique n'ayant pas tourné pendant 2 mois à vider la batterie? Bon, voilà. Les composants doivent ne pas consommer eux-mêmes d'énergie. Donc ça, c'est une chose. Donc performance, consommation, et puis de plus en plus petit, ce qu'on appelle miniaturisation. Bon, vous avez tous entendu ce qu'on appelle la loi de Moore, en fait, qui, elle, tire la miniaturisation et les performances vers le haut, la miniaturisation vers le bas. Bon, capitalistiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une industrie qui, pour croître à peu près, pour soutenir les besoins de 10% par an, investit au minimum 20% par an de ses ventes en capitaux, donc pour construire des usines de fabrication, et à peu près 15% de ses ventes en recherche et développement. Donc environ 35 à 40%. Donc quelques chiffres, je vous donnerai tout à l'heure. Le marché en 2024, c'est 680 milliards. Là, je vais l'exprimer en dollars. Après, je vais l'exprimer en euros. Recherche et développement, c'est de l'ordre de 120 à 130 milliards. Investissement de l'ordre de 150 milliards d'euros par an. Donc, c'est une industrie fortement capitalistique. C'est une industrie aussi fortement cyclique. Alors, pourquoi elle est fortement cyclique? Elle est fortement cyclique parce qu'en elle-même, comme à l'adresse des applications qui vont de temps en temps booster sa croissance. Donc si vous regardez 30 ou 40 ans en arrière, je vais vous les citer rapidement,
C'est la télécouleur, ensuite c'est l'ordinateur, ensuite l'ordinateur personnel, le téléphone mobile, le téléphone intelligent, Internet, bon, et puis maintenant le dernier, l'intelligence artificielle, mais la voiture électrique. Bon, donc des applications qui vont booster la croissance du marché, bon, et puis qui, à un moment donné, vont se normaliser. Bon, et de l'autre côté, c'est une industrie qui est très liée à l'économie de façon globale, et donc de temps en temps, vous avez effectivement des soubresauts liés à des accidents économiques. Donc la bulle Internet, donc au début des années 2000, la fameuse histoire Lehman Brothers, le taux du dollar qui s'était écroulé par rapport à l'euro, le Covid récemment. Donc c'est une industrie fortement cyclique, intrinsèquement, mais aussi due à des variables externes. Bon, et puis récemment, c'est donc une industrie... Allez-y, allez-y. C'est une industrie maintenant qui est sous une certaine pression et visibilité géopolitique liée soit à des objectifs économiques, soit liés à des objectifs de souveraineté. Quelle est la situation de cette industrie aujourd'hui? Et ensuite, donc, je positionnerai ST dans cette industrie. Bon, comme je vous le disais, le marché total de l'industrie des semi-conducteurs, c'est de l'ordre de 680 milliards. Régionalement, c'est plus de 55% en Amérique, à peu près 37% en Asie, y compris la Chine, 8% en Europe. Donc l'Europe ne pèse que 8% du marché mondial des semi-conducteurs. Si on répartit ce marché par grande application, que je vous ai nommé tout à l'heure, bon, le principaux consommateurs d'électronique, c'est bien sûr l'informatique et les télécommunications. Donc ça représente de l'ordre de 75% du marché total des semi-conducteurs. Et l'automobile et l'industrie, à peu près 19%. Et le secteur grand public, à peu près 9%. Donc, principaux marchés, donc informatique et télécommunications. C'est une industrie qui est concentrée, à la fois concentrée sur certains marchés, voire très concentrée, à la fois dispersée. Bon, la règle des 80-20 s'applique, hein, 25 acteurs à peu près sur 500, donc maîtrisent 83% du marché. Tout le reste représente 27% du marché. Ces 25 acteurs, il y a 14 Américains, 7 Asiatiques, et il ne reste plus que 4 Européens. Donc Infineon, ST Microelectronics, NXP et Robert Bosch, voilà, qui sont les 4 acteurs dans les 25 premiers. Où se situe ST Microelectronics? Alors, ST Microelectronics est en 2024 pardon, le 13e acteur mondial, donc parmi les 25. Le deuxième européen, donc parmi les 4, et est classifié parmi les fabricants de composants électroniques semi-conducteurs parmi ceux qu'on appelle les composants diversifiés. Parce qu'effectivement, une classification simple des composants, c'est les processeurs, donc les microprocesseurs, les processeurs graphiques. Non, mais il n'y a pas de... Je vais reprendre. Donc, pour pouvoir effectivement classifier ce marché, donc il est important de réfléchir en termes de produits. Et en termes de produits, donc vous avez les produits du type microprocesseur, mémoire et circuits intégrés de communication, qui adressent majoritairement le marché donc, de l'informatique et de la télécommunication. Parmi ces acteurs, vous avez les acteurs américains et les acteurs asiatiques. Donc, NVIDIA, dont tout le monde parle, est un acteur américain qui fournit des processeurs graphiques pour les serveurs et les ordinateurs.
Donc ça, c'est une catégorie. Ensuite, vous avez la deuxième catégorie, qui est la catégorie des composants dits diversifiés, donc c'est-à-dire des composants qui vont plutôt générer des signaux électriques à travers de capteurs, donc température, accélération, pression, qui vont traiter ces signaux électriques dits analogiques et les transformer en signaux numériques, donc les composants analogiques, qui vont être traités par des petits microprocesseurs qu'on appelle les microcontrôleurs, et ensuite qui vont générer une action pour pouvoir piloter un moteur électrique, pour pouvoir piloter un bras de robot, pour pouvoir piloter n'importe quel type d'action. Donc ces gens-là, c'est ce qu'on appelle les fabricants diversifiés. On fait partie de ces gens-là. Okay, on ne fait pas partie des gens qui font des microprocesseurs ou qui font des mémoires ou qui font des composants de communication. Bon, c'est malheureusement le plus gros marché. Hein. Donc ces gens-là, c'est 70% du marché total des semi-conducteurs. Les gens diversifiés, c'est 13%. Donc on fait partie de cette catégorie-là. Donc numéro 13 en 2023 et effectivement numéro 2 européen. Donc ST, c'est environ 50 000 personnes dans le monde, 9 000 personnes en recherche et développement, donc dans le monde entier, 15 sites de fabrication, donc répartis entre les centres de fabrication de puces et les centres d'assemblage. En France, donc, nous avons 4 sites de fabrication, donc Crolles à côté de Grenoble, donc Rousset à côté d'Aix-en-Provence, Tours à côté de Tours et Rennes. Donc Rennes étant un site d'assemblage spécialisé pour l'industrie spatiale et militaire. Donc on a en France le plus gros site de recherche et développement de la compagnie, donc à Crolles, effectivement, qui travaille en étroite collaboration donc avec les universités, des laboratoires, mais notamment un des instituts de recherche les plus mondialement connus, qui est le CEA Leti. Bon, Crolles et ST, entre 2021 et 2024, on a embauché environ 3 900 personnes, donc CDI et 1 500 alternants. Bon, il faut savoir que notre compagnie, effectivement, dans le panorama de la compétition que je vous ai décrit récemment, fait face donc à des dynamiques relativement récentes qui ont suivi le Covid. Bon, ces dynamiques, quelles sont-elles? Bon, comme je vous le disais tout d'abord, les semi-conducteurs ont été mis sur le dessus de la scène suite aux pénuries de semi-conducteurs qui ont eu lieu après la période Covid. Donc on s'est aperçu qu'effectivement, sans ces semi-conducteurs, des industries entières s'arrêtaient. Donc cette industrie a été mise sur le devant et on a commencé à voir effectivement de la part des différentes régions du monde et des États du monde, des interventions, soit au travers de décrets d'embargo d'exportation de technologies, des décrets d'embargo d'exportation de produits, ou des aides, soit des subventions directes ou des aides indirectes, je dirais, qui étaient en décalage par rapport à ce qu'il était usuel de faire. Donc une dynamique sur cette industrie très visible, avec maintenant une pervasion du souci de la souveraineté et voire de temps en temps de l'interventionnisme économique ou de la distorsion économique. Ça, c'est, je dirais, quelque chose qui est extrinsèque à l'industrie et qui est un peu victime de son succès. La dynamique liée des marchés aux marchés récente est la suivante. En fait, on voit qu'il y a deux dynamiques différentes. Il y a une dynamique qui est liée à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique, donc qui est assez récent maintenant, hein, depuis 2-3 ans, qui fournit une accélération fantastique à toute la partie que je vous ai décrite, informatique, télécommunication ou processeur, mémoire ou composants de communication. Bon, pour exemple, ce marché-là, l'année dernière, a cru de quasiment 25%. Au contrario, on voit deux autres marchés qui sont les marchés cibles de ST Microélectronique, l'automobile notamment, vivre une période profonde de mutation, liée à deux choses, ou trois choses. Bon, première chose, c'est l'électrification de la mobilité ne se passe pas de la façon dont tout le monde aurait espéré, c'est-à-dire de façon très linéaire, avec clairement
la mise en place d'infrastructures de fourniture d'énergie verte, la mise en place d'infrastructures de charge rapide partout dans le monde, et effectivement la mise à disposition de véhicules attractifs pour le grand public. Bon, ça ne se passe pas comme on veut, donc effectivement, l'industrie automobile qui avait beaucoup misé sur l'électrification de la mobilité a à faire face aujourd'hui à cette espèce de perturbation liée à l'appétit final du consommateur qui n'est pas complètement présent. En parallèle de ça, cette industrie est en train de vivre une concurrence féroce de la Chine, qui, elle, s'est préparée à l'électrification depuis 10 ans. Donc avec des véhicules qui ont été conçus pour être vraiment des véhicules électriques à des coûts extrêmement compétitifs et donc qui vont venir rentrer en compétition avec l'industrie et notamment l'industrie européenne. Et maintenant, très récemment, vous voyez bien l'épisode des tarifs, c'est-à-dire donc que certains pays qui vont mettre effectivement des tarifs à l'importation de véhicules. Donc l'industrie automobile est en pleine, je dirais, turbulence, je dirais aujourd'hui, bon, avec toutes les annonces que vous avez pu entendre sur certaines fermetures d'usines, voire de perte d'emplois. L'industrie en elle-même, donc la grande industrie, elle, aujourd'hui, est très sujette, en fait, à l'économie. Donc, comme nous faisons face aujourd'hui à un cycle économique qui n'est pas forcément très actif, effectivement, vous avez des phénomènes post-Covid de stockage qui ont été effectués. Or, comme la demande finale n'est pas tout à fait là, aujourd'hui, on voit le secteur industriel dans sa globalité, à part le secteur militaire et spatial, relativement atone. Bon, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces deux marchés-là, eux, sont plutôt en décroissance. Bon, et l'élément commun pour finir... Oui, excusez-moi, non, oui. Mais c'est parce que comme il est 14... Ouais, excuse-moi, Monsieur le Président, mais comme il est 14h30, 20 minutes, on arrive au bout. C'est très intéressant. Oui. Moi, en plus, je suis un passionné d'industrie. Comme on connaît bien avec Monsieur le Président, la présidente de la Commission des affaires économiques, oui. On pourra lui proposer de vous auditionner pour qu'on débatte de tout ça, ou à la délégation aux entreprises. Je le connais bien, il est là, il est à ma gauche, à droite. Non, gauche. J'ai tellement... Ça me trouble. Ça me trouble. Non, si on peut en venir directement au fait sur les aides publiques. Je viens tout de suite. Voilà. Notre rapporteur aura des questions, les membres auront des questions. Et on est obligé à un moment de... Je suis désolé. Non, soyez pas désolé. Le nombre d'aides publiques, tout ça, au fait, parce que notre commission s'intéresse à l'aide publique et à son utilisation. Ce qui n'empêche que le préambule que vous avez fait était nécessaire pour montrer certaines particularités de votre entreprise liées aux semi-conducteurs, liées aux différentes périodes passées. Mais je vous fais la transition. Mais ce coup-ci, il faut qu'on arrive aux aides publiques, monsieur le... Je vous fais la transition. Si vous pouviez préciser, vous avez donné les chiffres pour le monde, salariés, R&D, etc. Si vous pouviez nous les donner pour la France, les salariés. Mais on va y arriver, je pense. Plus de 12 000 personnes, on va les donner. D'accord, merci. Je fais la transition. Donc, compte tenu de tout ce que je vous ai décrit, chaque acteur de semi-conducteur est souvent confronté à des choix stratégiques. Est-ce que je développe ma technologie? Est-ce que je construis mon usine? Ou est-ce que je la sous-traite? Est-ce que je le fais faire à quelqu'un d'autre? Donc vous avez deux modèles opérationnels qui se combattent, qui sont un modèle sans usine et sans technologie, et des modèles avec usine et technologie. Et c'est là que vous allez comprendre qu'effectivement, le modèle des aides d'État est extrêmement important, puisque le modèle d'aide va être un modèle incitatif qui va toujours être confronté à un modèle contrefactuel, c'est-à-dire de faire sans. Donc j'en viens aux aides. Donc effectivement, ST bénéficie de soutien public, donc comme l'ensemble de ses concurrents dans le monde. Donc on se concentre sur ce qui est essentiel pour accompagner notre stratégie, donc à savoir développer nos technologies de fabrication et développer nos capacités de production. Donc effectivement, ça c'est ce qu'on appelle les aides spécifiques. Donc on a reçu donc en 2023 487 millions d'euros d'aides spécifiques en 2023. Donc essentiellement soutien à notre innovation et à notre investissement productif, 2 fois plus qu'en 2022, parce qu'en 2023, on a démarré effectivement le projet spécifique de l'extension du site de Crolles que vous avez mentionné, Monsieur le Président. Si on fait par type d'aide, 60% donc des 487 millions d'euros sont des subventions, 334 millions d'euros.
25% est du crédit d'impôt, donc CIR, 119 millions d'euros, et 7% sont des remboursements ou allègements de charges pour 34 millions d'euros. Donc 487, 68% de subventions, 334, 25% de crédit d'impôt, 119, 7% d'allègement de charges, 34. Si on fait pour l'objectif, donc 45% c'était pour soutenir la recherche et développement technologique, le développement de technologies, 48% pour la mise en place de capacités de production, donc notamment celle de Crolles, et donc 7% pour les ressources humaines. Bon, c'est à mettre en perspective avec nos dépenses totales de recherche et développement. Dans le monde, c'est 2 milliards d'euros, et en France, c'est 871 millions d'euros. La masse salariale de ST, c'est 3,7 milliards d'euros. Dans le monde, c'est 1,1 milliard en France. Et en 2023, l'entreprise a investi 70% de sa trésorerie opérationnelle, c'est-à-dire 3,8 milliards d'euros dans le monde, dont 1,8 milliard en France. Alors, le dernier point, c'est en 2023, nous avons investi 70% de la trésorerie opérationnelle que nous avons générée. 70% de la trésorerie opérationnelle est fait pour investir. Et donc 3,8 milliards d'euros dans le monde, dont 1,8 milliard en France. Bon, je vous donne à titre de comparaison, nous versons sur notre trésorerie nette, c'est-à-dire après investissement, donc qui a consommé 70% de notre trésorerie brute, 212 millions d'euros de dividendes en 2023, et nous avons racheté pour 228 millions d'euros d'actions dans le monde, mais à distribuer aux salariés. Donc, par exemple, en France, 65% des salariés donc, sont éligibles à recevoir ces actions. Donc, sur les aides publiques, effectivement, on parle de 3 dispositifs très encadrés, donc par l'Europe et pilotés par l'État français. Donc, les projets intégrés d'importance européenne commune, ou connus sous le nom de PIEC. Donc, on soutient la recherche et développement technologique, donc jusqu'à la mise en place de lignes dites pilotes. Anciennement, en France, ces plans s'appelaient les plans de nano, donc 2008, 2012, 2017. Deuxième type d'aide, c'est le CHIPS Act européen, donc en soutien aux capacités de production dites pionnières, c'est-à-dire first of a kind, donc de premier type. Donc l'exemple, c'est le projet d'extension de Crolles, donc en coopération donc, avec Global Foundry. Et le troisième type, c'est les aides de recherche et développement pour des projets collaboratifs, donc qui incluent en général des start-up ou des laboratoires, donc, et qui sont en amont, en fait, souvent du développement de nos technologies de fabrication. Alors, pourquoi ces aides? Alors, comme je vous le disais, en fait, l'aide a un objectif tout d'abord incitatif, c'est-à-dire que quand on regarde les plans Nano 2008, Nano 2012, Nano 2017, par exemple, à chaque fois, elles ont correspondu à des grands moments où la société devait faire face à des choix de faire ou de ne plus faire. Par exemple, le plan Nano 2012, donc le choix qui devait être fait était de dire est-ce que je vais développer une technologie pour faire des composants type microcontrôleur ou des capteurs d'image dans une technologie de gravure fine de 40 nanomètres, ou est-ce que je vais chez un grand sous-traitant ou fondeur taïwanais du type Taiwan Semiconductor ou du type Sansu. Et donc, quand je fais ce choix, effectivement, je calcule quel est le montant d'aide dont j'aurai besoin, de telle façon à rendre le schéma interne compétitif par rapport au schéma externe. Alors, bien sûr, avec à chaque fois une prise en compte de risque, mais aussi à chaque fois la prise en compte d'une meilleure performance. C'est-à-dire que si la performance sur laquelle j'ai établi mon plan s'avérait meilleure par rapport à la subvention qui a été donnée, effectivement, avec des clauses qu'on appelle de retour positif à bonne fortune, que l'on redonne dans le cadre d'aide. Bon, tous ces projets de technologie, effectivement, il y a des équipes qui les élaborent, qui suivent les paramètres, je dirais, liés à ces projets-là, et c'est contrôlé, que j'allais dire extrêmement, non, c'est normalement contrôlé par les services de l'État ou équivalents
sur le bon déroulement et les bons niveaux de dépenses sur lesquels s'est engagée la société. Et ensuite, effectivement, on suit la mise en œuvre en fabrication. Donc ça, c'est le premier type d'aide. Bon, le deuxième que je nommerai aussi, c'est le CHIPS Act. Donc, si je vous donne encore 5 minutes, Monsieur le Président, après on passera aux questions du rapporteur. Merci. Bon, après les autres types d'aides publiques, vous le connaissez, c'est le crédit impôt aux recherches. Bon, voilà, donc j'insiste, donc en France, le crédit impôt aux recherches, c'était 119 millions d'euros au titre de l'exercice 23. C'est une moyenne annuelle ? Oui. Versus 2 milliards d'euros de dépenses de R&D, donc dans le monde, donc 42% en France. Bon, pour nous, c'est un dispositif qui est clair. Effectivement, c'est un atout de compétitivité de la France et de l'ingénieur français par rapport au coût des ingénieurs qui sont produits dans le monde. Bon, je vous rappelle que la Chine produit 16 millions d'ingénieurs par an, qui sont bilingues, qui parlent, je dirais, un anglais parfait. Bon, donc c'est le deuxième type d'aide publique. Le troisième type d'aide, effectivement, que l'on reçoit, c'est les aides dites ressources humaines, donc qui correspondent pour rester donc, de 34 millions d'euros en 2023, 7% des aides. Bon, elles sont importantes, effectivement. Elles nous permettent aussi des soutiens à la formation et à l'apprentissage. Mais bon, je vous rappelle qu'entre 2021 et 2024, donc on a embauché 3 900 CDI et 1 500 alternants. Voilà, bon, ces aides, elles nous permettent d'avoir des effets de retour, puisque, effectivement, où on opère, notamment en France, à Crolles, mais c'est aussi valable à Tours et à Rousset, donc avec des acteurs clés, le CEA, mais d'autres laboratoires, donc des écoles d'ingénieurs, d'autres entreprises, des start-up. Donc on a un ensemble, je dirais, de parties prenantes qui gravitent autour de ces aides parce qu'ils nous contribuent donc, à cette innovation. Voilà. Donc maintenant sur la réponse à votre question, donc concernant l'avis de ST sur les dispositifs d'aide, donc puisque nous avez invité. Donc je dois insister sur les points suivants. Bon, effectivement, nous on insiste sur la lisibilité des dispositifs d'aide aux grandes entreprises. Effectivement, que ce soit les dispositifs spécifiques électroniques, donc l'EPIEC, le CHIPS Act, ou les projets collaboratifs ou le CIR. Bon, ce sont des aides qui sont très claires, qui ont des sujets bien précis. Effectivement, pour nous, c'est une exemplarité. Bon, à chaque fois que je prends la parole en public et qu'on me pose la question sur les aides au niveau de l'Europe, donc, et notamment en France, donc je l'ai dit, claire, transparente et compétitive. Donc ça, c'est le premier point. Sur la formalité d'octroi et de suivi de contrôle des aides, pour ce qui nous concerne, ST, encore une fois, j'insiste, à chaque fois que l'on demande une aide, alors je parle des aides majeures, je ne parle pas de la partie RH, c'est à chaque fois une aide qui doit avoir un objectif incitatif par rapport à un scénario contrefactuel qui met en avant des risques, mais qui, effectivement, en cas de meilleure fortune et meilleure performance, s'engage à redonner. Donc je pense que c'est un schéma qui est vertueux, effectivement, qui est travaillé par les équipes d'ST en collaboration en général avec les services de l'État, donc la DGE et maintenant avec la BPI, qui est, je dirais, porteur de ces aides. Et, bon, et comme je vous le disais, donc en fin de projet, il y a l'évaluation d'un retour financier possible. Bon, sur la transparence et la publication, elle existe pour nous. Il y a des règles de transparence et d'encadrement qui sont strictes au niveau national. Vis-à-vis du citoyen, quand on regarde le cas de Crolles, on a communication via les communiqués de presse de l'État français et de ST, par la Commission européenne, explication au grand public dans le cadre de la concertation préalable, information globale communiquée dans le document de référence de ST. Bon, on donne tous les éléments de communication nécessaires. Bon, par contre, effectivement, la seule chose sur laquelle il faut être prudent entre nous, c'est tout ce qui est lié au secret des affaires. Puisque là, quand on parle de technologie de fabrication ou de conception de produits, voire de mise en place de capacité de fabrication, bon, il est important de ne pas tout dévoiler au grand public. Donc c'est le revers de la médaille. Et surtout, ça montre très vite votre stratégie. Donc c'est ce qu'il faut mettre. Voilà. Bon, sur la complexité du processus, tout processus peut être amélioré. Donc ne me faites pas dire que le processus est parfait.
tout processus peut être amélioré. Je vous donne juste un benchmark. Le projet que l'on a fait donc, en collaboration avec Global Foundry à Crolles a mis entre le moment où on l'a décidé et les contrats signés 18 mois, en Chine 9 mois, avec le même niveau d'exigence. Bon, voilà, j'ai essayé d'aller très vite sur la fin pour laisser... bon, je ne fais même pas ma conclusion. Bon, j'espère simplement avoir passé que c'est une industrie extrêmement compétitive, en mutation, qui est maintenant à attirer un œil de souveraineté. C'est devenu une arme géopolitique. Ça a besoin de beaucoup d'argent pour rester dans la course. Effectivement, ça oscille entre des modèles à faire avec ou sans technologie de fabrication, avec ou sans usine. Les aides que demande ST en France, c'est des aides à caractère incitatif pour rester quasiment un des derniers fabricants de composants électroniques semi-conducteurs verticalement intégrés sur 80% de ses ventes. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Moi, j'avais une petite question avant de passer la parole à notre rapporteur. Vous avez embauché, vous avez signé 1500 contrats d'alternants, notamment à Crolles. Donc forcément, à moins que vous me disiez le contraire, vous bénéficiez également des accompagnements financiers de l'État dans le cadre de contrats d'alternance. Est-ce qu'ils font partie des 34 millions dont vous parlez au niveau allègement? Sauf que là, on n'est pas sur de l'allègement intégral, puisqu'on a une partie qui est versée sous forme d'aide directe, les 6 000 maintenant moins par enseignant. Et je complète ma question en vous disant, est-ce que vous pensez que, parce que je pense que ce ne sont pas des alternants niveau, et ça n'a rien de péjoratif, ce que je dis, c'est juste pour fixer une limite. Je pense qu'on n'est pas sur des alternants CAP et BEP, qu'on est quand même sur de l'alternant qualification plus, voire plus, ingénieur, voire plus. Est-ce que vous pensez, alors en fonction de la somme que vous allez nous donner sur l'accompagnement dont vous avez bénéficié sur ces alternants, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, alors qu'on a quand même des étudiants qui ont la capacité de suivre la même formation, mais pas en alternance, mais en fac, est-ce que vous pensez qu'à ce niveau-là, à la fois d'études, mais aussi de l'entreprise, qui a quand même aujourd'hui une certaine possibilité financière dans le cadre de l'alternance, et où vous préparez aussi, parce que c'est une chance pour ST de pouvoir avoir des alternants qui seront certainement vos collaborateurs de demain, est-ce que vous pensez qu'on doit poursuivre, maintenant que depuis un certain nombre d'années, les deniers publics ont servi à amorcer le système de l'alternance et à montrer que ce n'était pas qu'une chance pour l'alternant, mais aussi une chance pour les entreprises, notamment les très grandes entreprises qui cherchent des niveaux plus. Est-ce qu'on doit continuer à même niveau ou est-ce qu'on a bien fait de le diminuer? Est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans la diminution de l'accompagnement d'alternants très haut niveau dans les très grandes entreprises? Merci. Tu as les détails des chiffres ou pas? Je rappelle juste, mais je le fais à chaque fois parce que c'est quand même très important, que l'accompagnement de l'apprentissage tel qu'il a été décrété il y a quelques années, c'est un budget de plus de 21 milliards d'euros pour le budget français. Alors on est passé de 400 000 à 1 million. Oui. Mais donc c'est 2 millions, donc on transmet le chiffre, c'est 2 millions d'euros dans les 34. Oui. Et peut-être parce que ce qui est très intéressant, Monsieur le Président, que vous disiez, effectivement, on bénéficie de cet accompagnement pour les alternants, mais on a mis en place également, et ça à nos frais, une école qu'on a appelée la Tech Academy. Alors, tech, non pas pour technologie, mais pour techniciens, pour pouvoir justement former des techniciens qui puissent ensuite travailler avec nous. Donc, oui, on bénéficie de l'aide de l'État pour les alternances, mais on met en place aussi beaucoup de choses en interne. Et là, la Tech Academy, ça s'adresse à des gens qui sont en externe, qui viennent dans la Tech Academy et ensuite qui peuvent travailler chez nous. Donc, on essaye aussi de mettre en place d'autres formations pour pouvoir accompagner les gens en local autour principalement de Crolles. Après, petite réponse à ma question qui est la question la plus pas délicate, mais qui est la plus précise. Écoutez, encore une fois, tout
tout ça, c'est des atouts de compétitivité. Non, mais et si demain, on décide de ne plus allouer du tout d'aide... ST ne s'écoulera pas. Si c'est ça, et vous continuerez avec un nombre d'alternants assez important, parce que vous en avez besoin aussi, et c'est une chose pour l'entreprise. Écoutez, ST ne s'écoulera pas, et on continuera à attirer des talents. Pourquoi? Parce que effectivement, les facteurs critiques de succès d'une société comme la nôtre, c'est l'innovation et la compétence de nos personnels. Bon, maintenant, encore une fois, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le point spécifique, effectivement, vu du point de vue du gestionnaire du budget d'un État. Comme je vous le dis, la compagnie ne se croulera pas si ça s'est avéré être supprimé. Maintenant, il faut regarder ça dans une perspective mondiale de compétitivité de la France et de l'attractivité de la France. Je pense que c'est les deux choses qu'il y a à vous regarder. Mais bon, je vous mentirais en disant non, si ça s'arrête, j'embaucherai plus en France. Enfin, je dis en tant que CEO. Voilà, c'est un facteur qui, effectivement, pour nous, est intéressant. Mais encore une fois, nous avons besoin de talents, nous avons besoin d'ingénieurs, nous avons besoin de techniciens formés. Quand ils ne répondent pas exactement à ce que l'on souhaite, on a mis en place nous-mêmes des structures pour former les gens, donc ce qu'a mentionné ma collègue, notamment dans le domaine de la maintenance, puisque le coût d'un équipement de fabrication pour ST, ça peut aller de 5 millions d'euros à 150 millions d'euros, pièce. Donc vous comprendrez qu'on a besoin de gens extrêmement formés. Bon, mais voilà ma réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Non, mais c'est juste que je me dis qu'à un moment, CIR plus aide à l'alternant, ça fait un peu doublon, quoi. Donc, il y a un moment, il faudra peut-être qu'on fasse des choix. Voilà. Je laisse la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement complète. Je suis un peu surpris parce qu'il manque un chiffre. Et en général, tous les PDG commencent comme ça. Ceux de hier, d'ailleurs, ils ont commencé comme ça. C'est d'abord, avant de vous parler des aides publiques, je vais commencer par vous dire ce que je rapporte à la France. Et ils sont tous fiers de commencer par le taux d'impôt et l'impôt qu'ils rapportent. Alors, je vous pose la question, est-ce que vous pouvez nous indiquer, peut-être pour 2023, si vous n'avez pas le chiffre consolidé, pour 2024, combien d'impôts vous payez? Alors, je sais, il y a le chiffre monde, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le chiffre France. Alors moi, je connais le chiffre monde puisqu'on est à plus de 15% effectivement de taxes. Donc ça, je connais ce chiffre-là. Bon, on rapporte aussi à l'État un mot qu'on a du mal aussi à prononcer, des dividendes. Donc, alors peut-être je peux vous le donner, non, parce que j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Ah oui? Ah oui, beaucoup. Donc, mais j'ai beaucoup cherché. Bon. D'ailleurs, vous êtes une des rares sociétés, avec celle hier de Carrefour, à ne pas mettre les slides en ligne sur les dividendes versés, etc. Moi, j'ai trouvé, par exemple, pour les dividendes versés en 2024, il a fallu que je fasse des multiplications. J'étais sur la bourse. 900 millions d'actions. Voilà, vous avez pris une décision à 0,38 $, ce qui fait pour l'année 2024 324 millions de dollars. Et effectivement, pour la France, si rapporté en euros, ça fait 212 millions d'euros. Oui, mais pour 2024, comme je l'ai, je le donne. Et alors, pour les impôts, j'ai trouvé que 4 années référence. Très difficile, hein, je le redis. Donc 2017, 143 millions d'impôts payés dans le monde, 0 en France. 2018, 1,389 milliard de résultats, 96 millions d'impôts payés dans le monde, 0 en France. 2019, 156 millions d'euros d'impôts payés dans le monde, moins de 500 000 en France. Et j'ai que le chiffre 2023, je m'en excuse, pas 2024, mais si vous l'avez, je suis preneur. 416 millions d'euros d'impôts dans le monde, c'est ça? 616. Ah, vous voyez, voilà. La France, et moi, la France, monsieur. Oui, attendez, j'en arrive. D'accord. Allons pas plus vite que la musique. Donc, et là, moins de 100 000 en France. Donc, c'est la question, c'est que... Bah, non, 616 millions d'euros payés en France. Non, 616 dans le monde. Oui, dans le monde, d'accord, on est d'accord. Moins de 100 000 euros en France. Donc, j'ai une première question, c'est que moi, je suis pour accompagner les entreprises innovantes, d'ailleurs en semi-conducteurs. Moi, je pense que c'est la vitamine de la transition numérique et qu'il y a des enjeux de souveraineté extrêmement forts. Et donc, je suis pour qu'on subventionne. Bon.
Mais là, quand on rapporte, par exemple, les chiffres R&D monde, c'est pour ça que vous nous faites une présentation, on a du mal à s'y retrouver. Il y a parfois les chiffres monde, et après, il y a les chiffres France. 2 milliards de R&D dans le monde en 2023, mais 871 millions en France et 487 millions de subventions. Donc ça veut dire que 55% de la R&D dépensée en France, ce sont des aides publiques. Vous voyez, et quand on remet ça dans le chiffre monde, évidemment, c'est un peu moins. Alors par exemple, hier, on a eu beaucoup de sociétés qui, en général, dans leurs dépenses à R&D, le CIR et les aides, c'est entre 7 et 10%. Vous voyez, bon, ouais, entre 5 et 10, suivant les... Là, vous, quand on ramène tout, c'est 55%. Donc, voilà, et ramener au taux d'impôt avec des années zéro, des années je ne les ai pas, donc je ne me permets pas, et avec des années à moins de 100 000. Donc là, il y a un débat pour les élus que nous sommes, des parlementaires que nous sommes, c'est qu'on vous soutient beaucoup dans des projets, à juste raison sur un certain nombre de points, mais le taux d'impôt est marginal en France et les remontées se font par des filiales avec de l'impôt et de l'optimisation fiscale qui part ailleurs. Et il y a des questions, c'est qu'en plus, quand on met... Il y a eu un PGE, on ne sait pas combien. Il y a eu 2,9 milliards pour l'usine de Crolles, mais 2,17 milliards aussi par l'Italie pour les usines d'Agrate et Catane. Donc c'est un groupe qui est largement subventionné au niveau, y compris européen, par vos deux premiers actionnaires, qui sont la BPI et le ministère de l'économie et des finances d'Italie. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse vous soutenir, mais qu'à un moment donné, ça rapporte aussi à la collectivité France, parce qu'on parle, là je reparle France, et y compris en R&D, en emploi, mais l'emploi, j'y reviendrai. Déjà, est-ce que vous confirmez ces chiffres d'impôts et comment vous l'expliquez? Bon, déjà sur la difficulté donc de trouver les chiffres, je suis assez surpris puisque la société est extrêmement transparente. Hein. Elle produit un document tous les ans qui s'appelle la forme 20F, dans lequel elle est de façon exhaustive, très transparente sur toutes ses activités, que ce soit la rémunération des dirigeants, que ce soit les taxes, les impôts, ses sites, etc. Donc je vous invite, monsieur le rapporteur, à la regarder. Donc, ça s'appelle la forme 20F et mes services pourront vous communiquer. Voilà. Donc là, vous trouverez tous les chiffres nécessaires et suffisants. Je rappelle, je vous ai posé la question, est-ce que vous pouvez me donner le niveau d'impôt en France? Vous m'avez dit, c'est compliqué, je ne l'ai pas. Mais maintenant, vous nous dites la transparence. Donc, très bien. Et je suis très preneur du document que vous voulez nous donner. Je vous le dis parce qu'effectivement, vous savez que la taxation qui est toujours un sujet compliqué. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, la société au niveau monde paye plus en 2023 donc de 15% de taxes. Effectivement, vous savez que les flux financiers entre les différents pays et où les revenus sont consolidés sont différents. C'est vrai que la France, principalement, c'est un flux financier donc intercompagnie, donc entre les différentes sociétés de la compagnie. La France ne produit pas de produits finis, hein, elle produit des produits semi-ouvrés, ce qu'on appelle des puces. Bah, c'est une réalité. Bon, et encore une fois, si je donne les chiffres sur la France, bon, bah, l'impôt de production, effectivement, est de l'ordre d'une trentaine de millions d'euros. L'impôt sur les sociétés, donc de l'ordre de 50. Bon, bah après, il ne faut quand même pas oublier nos charges sociales et le reste, qui sont de l'ordre de 500, 540 ou 500 millions d'euros. Donc il y a une rétribution, je dirais, au niveau de l'État. Bon, après, c'est ce que je vous ai expliqué dans mon propos, préliminaire. Combien y a-t-il de sociétés de semi-conducteurs qui restent en France, qui emploient 12 000 personnes? Combien y a-t-il de sociétés de semi-conducteurs qui restent en Italie, qui emploient 12 000 personnes? Zéro. Non, non, mais si j'entends vos propos, voilà. Et je ne veux pas les caricaturer, on va les reprendre un par un. Bon, d'abord, vous me dites que vous n'avez pas le chiffre monde, le chiffre France, quand je vous interroge. Puis je vous donne les chiffres que j'ai trouvés, qui sont donc les vôtres. Vous me dites, maintenant tout est transparent. Je vous dis que j'ai eu énormément, et mes collègues qui sont là depuis le début savent que j'essaie de recouper beaucoup d'informations. Pour vous, je veux dire le plus grand mal. Mais je suis preneur donc Et globalement, vous nous expliquez que vous touchez donc 487 pour 2023. Je ne dis pas, voilà. Plus les subventions,
importante, 2,9 milliards sur 7,5 milliards pour l'usine de Crolles, c'est quand même un engagement fort de l'État français, plus des subventions, plus il y a encore, je peux citer, de 25 millions d'euros de régions pour l'aide sur la même usine. Enfin, vous voyez, on collectionne des aides à tous les niveaux, régional, État, européen. Je vous dis, si on met en rapport ça, le niveau d'imposition en France, marginal, voire néant, voilà, sur 5 années, 3 fois néant, et je n'ai pas les autres années, donc je ne me permets pas de juger. Et là, vous me dites, ouais, à la fin, oui, mais comme il en reste 0, donc finalement, c'est ça. Donc on doit subventionner à gogo et jamais se poser la question du retour sur notamment une des questions qui est importante, sur le taux d'imposition. Et vous avez raison, il est entre 7 et 15% suivant les années au niveau monde, mais même l'administration américaine considère que ce taux est trop faible. Vous voyez, donc on n'est pas les seuls en France à se poser cette question. Voilà, je me permets de le souligner et je trouve que la réponse de dire ben, oui, mais on est les derniers et donc c'est comme ça est un peu juste. Non, mais attendez. Si vous permettez, monsieur le Président. Non, je voudrais répondre parce que. Attendez, vous allez répondre à une réponse globale. Non, c'est pas agressif. Si vous voulez, je vais. Alors, autant notre rapporteur. On n'a pas forcément les mêmes orientations politiques, et on le reconnaît. Je suis plutôt quelqu'un de réputation libérale. Voilà. Si on peut dire ça comme ça. Et moi, de réputation un peu plus à gauche. Voilà. Moi, je suis un socio-libéral, mais plus libéral que social. Si vous voulez, jusqu'à maintenant, on avait eu 2 catégories d'entreprises qu'on a auditionnées. Une grande partie d'entreprises qui assument, qui nous expliquent qu'il y a des gros investissements, qu'il y a les subventions qui vont avec, mais dont le rapporteur, je confirme, ça va entre 5 et 8% à peu près des investissements, ça va entre 5 et 8% aussi bien sur le crédit impôt recherche que les aides directes, que les allègements de cotisations, mais qui aussi payent d'impôts très conséquents, des impôts très conséquents, et où moi je me disais, finalement, on parle d'aide aux entreprises, d'aide publique aux entreprises, parce que je suis comme le rapporteur le disait hier, moi je réfléchis déjà aux conclusions du rapport, etc., sur quoi on pourra aller. Et je me dis, finalement, on fait beaucoup de choses, on fait beaucoup de bruit, alors que les choses sont plutôt très bien faites, très bien examinées, très bien contrôlées, et on ne va pas trop loin. On a eu 2 entreprises sur l'ensemble de ce qu'on a auditionné jusqu'à maintenant, où on a eu presque une fin de non-recevoir, la nébuleuse, on n'y arrivait pas, enfin, on n'a pas pu avoir un seul chiffre, des gens qui n'étaient même pas au courant des résultats que faisait leur propre entreprise. Donc on a su faire comprendre qu'on n'était pas très... Mais à aucun moment je me suis dit, on jette l'argent public, je ne dis pas que c'est le cas. Il y a vraiment des choses à regarder parce qu'on accompagne trop certaines entreprises qui ne le rendent pas. Et là, je dois vous le dire, mais avec beaucoup de responsabilité, quand je regarde les chiffres, je ne suis pas habitué à ces chiffres-là, où je vois quand même des aides publiques conséquentes. Pour ainsi dire, je dis bien pour ainsi dire, je compare, très peu de retour fiscal. Alors, vous me parlez des charges sociales, des cotisations sociales. Tout le monde paye les cotisations sociales à peu près au même niveau. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour ainsi dire, pas de retour sous forme d'impôts et taxes. Et je n'accepte pas le fait de dire, oui, mais on paye énormément, on paye 2 milliards au niveau impôt monde, parce que les 487 millions d'euros, ils viennent de la France. Ils ne viennent pas du monde. Donc si je compare les chiffres qui vous viennent, les aides, les accompagnements sonnants et trébuchants qui vous viennent de la France et le retour qu'on en a derrière, moi j'y trouve, honnêtement, en tant que parlementaire, j'y trouve pas mon compte. Par rapport à ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Parce que je vois 487 millions d'euros d'aides spécifiques, alors composé, oui, 334 millions d'aides directes, 119 de CIR, 34 d'allègements de cotisations. Je ne m'attends pas à quasiment 0 d'impôt derrière. Parce que les aides publiques ne sont pas faites pour que vous alliez payer des impôts ailleurs. Ils sont faits aussi pour que vous créez de la richesse pour notre pays. Donc, je vous le dis, tout libéral que je suis, je trouve que la France ne s'y retrouve pas. Mais, attendez, et après, je ne suis absolument pas agressif. Je pose des questions, des faits, je les étaye. Je dis où j'ai trouvé les documents. D'ailleurs, je viens d'aller regarder
votre document VF, Oui. pardon, encore une fois, sans agressivité, Monsieur le Président Directeur Général, l'ensemble des slides de l'ensemble des groupes que nous avons auditionnés, sauf Carrefour, je mets entre parenthèses, sont disponibles au public. Le vôtre, là je suis sur le site internet, n'est pas disponible au public. Il faut écrire à votre agence qui ensuite, voilà. Donc il n'est pas accessible. Voilà. Donc je le redis, et c'est très bien que vous vouliez la transparence. Une des premières questions, c'est au minimum de mettre la présentation aux actionnaires, comme ça se fait dans 95% des entreprises, au niveau transparent. Vous voyez, sans agressivité, mais un désaccord, une nouvelle fois, avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Bon, très bien. Donc je retire cet adjectif. Donc, encore une fois, une société a besoin de quoi pour pouvoir répondre à ce type de questions? On a besoin de règles. Donc, je répète, quand ST Microelectronics vient solliciter une aide, c'est parce que, encore une fois, il y a un caractère incitatif. Ensuite, elle suit strictement les règles des paramètres qui lui sont demandés. Et ensuite, elle va se confronter donc à la Direction générale de la compétition européenne qui labellise ou pas son projet. Et ensuite, elle est strictement contrôlée pour être conforme aux paramètres d'entrée qui ont été ceux qui ont été les critères clés de décision à l'obtention de cette aide. Non, mais attendez. Donc, je vous réponds que sur ces points, qui sont les règles aujourd'hui, ST est irréprochable. Bon, maintenant, si vous me dites, Monsieur Chéry, est-ce qu'il serait souhaitable qu'effectivement le paiement de l'impôt d'une société dans le pays qui octroie la règle soit, je dirais, une nouvelle règle? Mais c'est la responsabilité de l'État de le décider. Et je veux dire, je n'ai pas à me positionner là-dessus. C'est la responsabilité de l'État. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que ce n'est pas un petit peu la responsabilité de l'entreprise et du patron de l'entreprise? Pas pour une société globale, Monsieur le Président. Pourquoi? Parce que malheureusement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Europe ne représente que 8% du marché mondial des semi-conducteurs. Donc une société comme ST se bat contre des acteurs du monde entier. La France et l'Italie représentent moins de 4% de nos ventes. Donc nous nous battons contre des acteurs mondiaux. Nous devons espérer que la France et l'Italie nous mettent dans des conditions pour pouvoir garantir la pérennité des usines en France et en Italie à des niveaux à peu près équivalents de compétitivité par rapport à nos compétiteurs. Sinon, ce n'est pas soutenable. Donc mon point, c'est juste celui-ci. Maintenant, en tant qu'individu, donc je ne parle plus en tant que CEO, si vous me posez cette question, c'est une question qui peut être de bon sens, mais elle doit être mise dans une perspective. Si effectivement, je suis d'accord avec vous, nous étions une société qui faisait notre chiffre d'affaires en France, principalement, qui générions notre profit en France, qui investissions en France et qui avions effectivement des aides en France, oui, il me semblerait normal de payer des impôts en France. Mais là, nous sommes une société globale qui ne bénéficie pas d'un marché français, ni italien et très peu européen, qui se bat contre des acteurs principalement américains, taïwanais, coréens, japonais et chinois. Bon, malgré cela, la société emploie 12 000 personnes en France, 12 000 personnes donc en Italie, dépense les niveaux de recherche et développement que je vous ai mentionnés, les niveaux d'investissement que je vous ai mentionnés, avec les effets indirects que vous savez, un emploi égale 5 emplois à gérer. Bon, bien sûr, oui, nous sommes dans une fiscalité intercompagnie globale et nous payons les 15% de plus de taxes. Est-ce qu'on appelle ça de l'optimisation fiscale quand même? Non, j'appelle ça une société globale. Alors comment vous expliquez que d'autres entreprises, dirons internationales, on a auditionné le patron de Total, c'est pas en France que Total gagne le plus d'argent, loin s'en faut. C'est pas en France que Total tire le plus de... Je prends Total, mais il y a de totale transparence, puisque nos auditions sont publiques. Bien sûr. C'est pas en France que Total va chercher le plus de subventions, sauf pour ce qu'ils font en France, et qui génère de la rentrée d'argent, et donc du paiement de l'impôt. Je sais pas, moi, j'ai du mal à accepter le discours qui dit « Je considère que le fait d'embaucher et de faire travailler des Français suffit largement à aller chercher 500 millions d'euros d'aide publique. »
Alors, Parce que mon marché, il n'est pas en France. non, Monsieur le Président, c'est encore une fois, c'est pas mon propos. Mais non, mais c'est ce qui ressort, Non, Monsieur le mais Président. bien sûr, mais général. je comprends que vous y donniez cette connotation. Mais je répète, ok, c'est pour ça que j'ai insisté au début à situer la société dans le contexte. Ok, c'est est-ce que la France veut avoir une société, et l'Italie, de semi-conducteurs en Europe? J'ai entendu plein de fois l'Europe veut se doter, veut doubler sa fabrication de semi-conducteurs d'ici 2030. A attiré Intel, projet annulé. Fini, oublié. Donc est-ce qu'on veut perdurer, faire perdurer, ok, sur la durée, une société de semi-conducteurs en France et en Europe dans les circonstances de ce marché et dans le panorama de la compétition et dans des dynamiques de marché? Bon, la réponse, effectivement, qu'on vous fait, c'est vous dire, bah, voilà les situations. Je ne dis pas que c'est l'idéal du point de vue des gens que vous représentez. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, mon devoir, c'est de vous donner ces éléments-là. Ensuite, effectivement, le pays est souverain. Le pays est totalement souverain. C'est à lui de décider, de dire quelle politique incitative je dois avoir derrière une politique industrielle vis-à-vis d'une industrie X ou Y. Et ça, c'est pas le CO qui doit juger ça. Le CO, lui, vient défendre 50 000 employés dans une industrie, encore une fois, extrêmement cyclique et compliquée. Et je vous remercie effectivement de ce qui a été fait. Et voilà, je ne peux pas vous dire plus. Mais vous ne pouvez pas me demander des jugements de ce type. Voilà, moi je vais redonner la parole à notre rapporteur, parce qu'après on a 2-3 collègues aussi qui ont des questions à poser. Juste un tout petit, toi aussi Frédéric, juste un tout petit point. Même si votre marché n'est pas en France, voire même en Europe, Oui. les subventions que vous touchez en France vous permettent, même si ce que vous produisez, vous ne le vendez pas chez nous, Oui. elles vous permettent, parce que vous touchez ces subventions en France, d'aller le vendre ailleurs et donc de gagner de l'argent. Donc il serait un juste retour que la France en bénéficie. Peut-être sur un autre... Oui, sur un autre sujet, on va passer, mais Voilà, bon, parce qu'il y a 3 collègues qui veulent... mais évidemment, j'ai posé qu'une question. Je vais en poser bien sûr. 2 très courtes et vous, en même temps, et comme ça, après, vous pourrez... Mais en tout cas, le sujet est posé quand même. C'est qu'un cinquième de la R&D, c'est de la subvention publique, et vous en dépensez 55% de ce que vous dépensez en R&D en France et de la subvention publique. Et donc, à un moment donné, quand on accompagne, je le redis, d'ailleurs, ça serait intéressant de savoir le montant du PGE dont vous avez bénéficié. 2,9 milliards pour accompagner la Creuse. Zéro. Ah bon. Donc, pas de PGE. Pas de PGE. Ok, pendant le Covid, nous avons payé tous nos employés, aucune subvention de l'État pendant le Covid. Et pas de chômage partiel. Pas de chômage partiel. D'accord. Bon, moi, j'ai 2 questions. En décembre 2022, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes vous a attribué une subvention de 25 millions d'euros pour des projets de recherche et développement. Comment s'assurer, pour les parlementaires que nous sommes, qu'une aide régionale sur la recherche et développement ne vienne pas en même temps que le crédit d'impôt recherche? Est-ce que... voilà, ça c'est une question. Et la deuxième, et comme ça après mes collègues, bon, donc il y a l'usine de Crolles, 2,9 milliards de subventions publiques. Vous passez sur le 300 mm, c'est ça. Quel est en réalité l'avenir de l'usine de Tours qui est aujourd'hui à 150 mm, le Crolles 1 à 200 mm et le Rousset à 200 mm? Est-ce que vous allez mettre globalement dans les 5 à 10 prochaines années toute la perspective et vos besoins sur le 300 mm, ou est-ce que vous accordez aussi à ces autres usines et ces autres sites de production qui produisent ce que je viens de rappeler et qui ont un avenir, ou est-ce que vous allez proposer des investissements aussi sur ces 3 autres sites, 2 autres, parce que évidemment Crolles 1, je l'appelle comme ça, est sur le même que le Crolles 2, mais sur au moins les 2 autres sites historiques, est-ce que vous allez proposer là aussi pour qu'ils passent aux 300 mm? Je vous remercie, j'aurai une dernière question à la fin, mais à la toute fin, comme d'habitude. Alors sur la première question, on ne juxtapose pas les aides. Donc l'ingénieur ne reçoit pas à la fois du CIR et une aide. Il n'y a pas un doublon d'aide. Donc chaque ingénieur ne doublonne pas une aide, qu'elle soit régionale, d'État ou liée au CIR.
Donc ça, je me permets de vous confirmer ça. Donc vous affirmez devant la commission d'enquête oui. que le conseil régional Rhône-Alpes ne vous a pas versé une subvention de 25 millions d'euros. Je ne sais pas ce que je dis. Je dis que... Ah bon, attendez. Non, ce que je dis, soyons précis alors. Alors, soyons précis. Enfin, vous prenez un niveau de précision. Il y a un mécanisme qui garantit qu'un ingénieur ne va pas à la fois toucher du CIR et une subvention. Il y a un mécanisme qui permet... C'est qui l'ingénieur? Non, moi je ne connais pas l'ingénieur qui touche la subvention, c'est l'entreprise. Non, mais quand je dis l'ingénieur en tant qu'individu, l'entreprise fait travailler un ingénieur, l'entreprise ne veut pas toucher deux fois, c'est-à-dire le crédit impôt recherche et une subvention. Il y a un phénomène de cap à un moment donné. Donc c'est ça que je veux vous dire. Et c'est bien effectivement la première question que j'ai demandé à mes services de vérifier. Parce qu'effectivement, ça serait tout à fait indécent qu'il y ait un doublage des subventions. Donc il y a le crédit impôt recherche, et à un moment donné, la subvention ou l'inverse vient caper cette aide. Donc ça, vous pourrez confirmer à ça. Donc ça, c'est la question numéro... Donc ça veut dire que cette année-là, en 2022, pour bien comprendre, excusez-moi, hein, oui, bien sûr. J'essaye d'être... Donc, on vous a... pas moi, la région Auvergne-Rhône-Alpes vous a accordé donc une subvention de 25 millions en R&D, et donc... allez-y si vous voulez. Non mais vas-y, interviens. Voilà. Non, apparemment, les 25 millions, on va vérifier, monsieur, exactement de quoi vous parlez, mais ça serait une aide qu'on aurait eue via le CEA également. Donc il faut qu'on vérifie exactement, mais par contre, sur le principe, ce que décrivait monsieur Chéry, c'est exactement ça. Le CIR, comme vous le savez, est capé, donc normalement, on ne peut pas doublonner des aides. Mais par contre, sur le montant spécifique des 25 millions, on va vérifier parce qu'on ne le retrouve pas exactement. Donc on pense que c'est quelque chose qu'on a eu avec le CEA, mais on va revérifier. Mais sur le principe, c'est exactement ce que monsieur Chéry vous décrivait. Donc ça voudrait dire, si... Bon, l'information est juste. Hein. Ah oui, sûrement, mais il faut juste qu'on regarde... Donc ça voudrait dire que cette année-là, le CIR aurait été amputé des 25 millions qui vous auraient été accordés par... C'est ça? C'est bien de ça qu'on parle? Non, pas forcément. Mais si vous me permettez, je préfère quand même revérifier ce point-là spécifiquement sur les 25 millions. Et la deuxième question? Donc, alors, sur votre deuxième question, effectivement, elle s'inscrit complètement dans le cadre d'une annonce que nous avons faite au mois d'octobre dernier, suite à l'évolution, effectivement, de la dynamique des marchés, de la compétition. Il y a nécessité pour ST Microelectronics de se préparer aux prochains cycles qui vont devenir devant nous, c'est-à-dire 3 ans, 6 ans et 9 ans. Ce que l'on a déclaré sont les choses suivantes, c'est-à-dire que, compte tenu effectivement des investissements et des aides qui sont multiples et nombreuses dans le monde entier, donc on voit que la compétition en termes industriels s'active et se modernise. À savoir que les standards pour pouvoir produire de façon compétitive sont, quand vous faites une technologie sur une base dite silicium, il faut absolument produire sur 300 mm. Quelques technologies restent potentiellement produisibles sur du 200 mm pour peu que l'usine soit moderne et relativement bien automatisée. Quand on a affaire à des matériaux autres, type ce qu'on appelle carbure de silicium, on peut rester en 200 mm. Donc ST s'est engagé dans une volonté de moderniser son outil industriel, d'accélérer la convergence, respectivement aux 300 ou aux 200 mm. Bon, ce plan est en cours de finalisation. Il est en discussion avec les parties prenantes. Notamment, j'ai pu quand même déclarer clairement les choses suivantes. Aucun site ne sera fermé. S'il s'avérait à un moment donné qu'un site a des lignes de fabrication qui, dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, ne seront plus compétitives, nous allons faire évoluer la mission du site pour le rendre durable, socialement et de point de vue compétitif. Donc ça, c'est l'engagement officiel et formel que l'on a pris. Là, nous sommes en train, effectivement, de finaliser ce plan et nous allons très bientôt ouvrir des discussions avec les partenaires sociaux.
L'autre engagement qui a été le mien au nom de la société est de dire, s'il s'avérait que la mutation sur des lignes de fabrication plus modernes, plus compétitives, plus automatisées, ne permettait pas à un instant donné, effectivement, de maintenir à court terme le niveau d'emploi tel qu'il est, il n'y aura pas de licenciement sec dans la société. La société utilisera les moyens sociaux pour permettre effectivement les mutations internes, les formations, etc., etc., etc. Donc ça, c'est les engagements officiels qui ont été les miens, qui sont les nôtres, sur lesquels je ne peux pas vous répondre plus précisément à vos questions, parce que c'est quelque chose de public aujourd'hui. Et effectivement, comme vous le savez comme moi, tant que ça n'a pas été discuté avec les partenaires sociaux, je ne peux pas les dévoiler. Mais ma garantie en tant que président du directoire, directeur général, pas de fermeture de site, pas de licenciement sec. L'engagement de, si nécessaire, faire évoluer la mission de certains sites pour les rendre pérennes. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Je vais donner la parole à mes collègues. Avant, je voulais apporter une précision qui va de soi. Je ne voudrais pas qu'on détourne mes propos. J'ai bien compris, et je pense que c'est une politique choisie par notre pays. Oh, pardon. Et je la soutiendrai. La période Covid et d'autres périodes nous ont montré qu'on était à un moment complètement dépendant, notamment au niveau des semi-conducteurs, et qu'on a décidé à un certain moment de ne plus être tout aussi dépendant qu'on l'était, de mettre, excusez-moi l'expression, le paquet pour créer chez nous, notamment par le biais de votre entreprise, les moyens de ne plus être complètement dépendants. Ce qui explique quelque part, certainement, que quasiment 30%, vous fonctionnez avec quasiment 30% d'accompagnement d'argent public sur certains projets. Quand je fais le calcul, on est à peu près à ça. Si je prends 800, presque 900 millions et plus de 300 millions d'aides directes. Bon. Et là-dessus, je ne reviens pas, vous l'avez très bien expliqué. C'est un choix qui a été fait, et à la rigueur, peu importe mon avis, mais je le cautionne. Là où j'ai plus de mal à comprendre, c'est que par ce fait-là, votre entreprise génère quand même de la création de richesse et qu'il n'y a pas un retour de cette création de richesse pour le pays. Ça s'arrête là, mon interrogation. Mais sur le fait que vous soyez aidé dans un but très important qu'est la politique d'indépendance et de souveraineté, notamment militaire, pour nos fabrications militaires, qui est notre souveraineté ultime, je le partage totalement. Là où je tique, c'est qu'il n'y a pas vraiment de retour. Et je pense que c'est un dossier qu'on peut creuser et qui fera partie des réflexions qu'on se fera, parce qu'on ne peut pas en être à ce niveau-là. Quand je vois 2 années de suite, 0 impôt, je veux bien, mais ça me pose un petit peu de soucis quand même. Non, Monsieur le Président, voilà. Je veux dire, on confronte nos idées. Je vais essayer de vous donner des éléments qui vous amènent de bien juger la situation. Voilà, il n'y a pas plus de confrontation négative sur ces points. Mais bien sûr. Voilà. Alors, je vais donner la parole à mes collègues sous forme d'une, passez-moi l'expression, d'une salve. Chacun va vous poser la question qu'il souhaite vous poser. J'ai Michel Massé, Daniel Fargeot, quelqu'un qui est de chez vous, Frédéric Puissat. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, à mes collègues, allez-y, je vous donne la parole. Merci, Président. Bien, Monsieur le Président, écoute, je reviens sur la dernière intervention. J'allais à peu près dans le même sens, parce que le rôle de cette commission d'enquête n'est pas de remettre en cause le montant des aides, en tout cas pas à ce stade, mais c'est de pouvoir les flécher, en fait. Voilà, combien est obtenu sur le territoire français et quelle plus-value pour le territoire français. C'était ça l'objet de l'enquête. Et donc, effectivement, ça va prendre en compte la recherche, le développement, l'emploi, la formation. C'était tout cela, en fait, l'objectif de cette enquête. Et moi, je vous dirais franchement, j'ai un petit peu décroché parce que je n'ai pas tout à fait bien compris, mais on me dit en même temps que vous amènerez les éléments nécessaires pour notre territoire pour mieux les connaître. Et puis, le deuxième point, je m'y perds aussi en termes d'action aussi ou d'actionnaire, et notamment de siège social. Donc je ne sais pas trop où est situé votre siège finalement, et comment vous pouvez verser, en tout cas,
des impôts à un pays et pas de verser d'autres impôts à d'autres pays. Bon, ça, je n'ai pas très bien compris. Vous allez nous expliquer pourquoi la France n'a pas pu aussi... il n'y a pas eu ce retour en termes d'impôts. Donc, je vous disais aussi par rapport à l'emplacement du siège. Tout à l'heure, vous avez dit que vous représentez 8% du marché mondial, je crois, au niveau de l'Europe. L'Europe représente 8% du marché, voilà, c'est cela. Mais voilà, combien sont exactement produits en France? En fait, c'est 4%, je crois, à peu près. Moins de 2%. Voilà. Alors, il y a une petite différence entre le marché français et ce qui est produit en France. Ce n'est pas la même chose. Ouais. Non, mais là, je parle bien du marché final, c'est-à-dire où les composants sont envoyés et payés. Et puis après, entre nous, est-ce que vous pensez que ces aides, elles devraient être proportionnelles au chiffre d'affaires, quelque part, et aux résultats de la société? Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Voilà. Alors oui, j'aimerais revenir sur ce que vous venez de nous présenter, monsieur. Si j'ai bien entendu, c'est 12 500 emplois en France, oui, grosso modo. Oui. Donc vous percevez 487 millions d'aides publiques. Si je fais juste un petit calcul, puisque votre résultat est à 0, au sein de la France dans le groupe. Si je fais 12 500 emplois avec une moyenne, je l'ai fait à la louche, 40 000 euros par emploi chargé, ça fait 500 millions. Je crains que les subventions et aides publiques que vous percevez, puisque vous dites qu'il faut absolument maintenir les emplois en France, ne font que soutenir effectivement l'emploi en France par rapport à vos charges de personnel. Donc c'est juste un élément que j'aimerais quand même que vous nous précisiez, si mon calcul est à peu près correct par rapport à la masse salariale de votre entreprise en France. Et puis je voudrais vous poser une question plus souple. Votre holding est détenu à part égale entre BPI France et le ministère de l'économie et des finances italienne dans le capital de votre holding à hauteur de 27,5%. Donc on a quand même deux grosses structures, et notamment BPI France. Moi, ça me sidère un peu de voir, de constater qu'effectivement, au sein d'une entreprise dont le siège est en Suisse, je crois, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, nous versons 487 millions d'aides par an sous différentes formes, répondant à différents dispositifs, que vous ne puissiez pas dégager effectivement du résultat. Alors, quelle est la création de valeur de l'entreprise en France au sein de votre groupe? Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est une parole qui sera un peu plus locale. Simplement, je vais être très rapide dans mes deux questions, mais je veux simplement dire à mes collègues que nous sommes très contents d'avoir resté face à nous, surtout qu'on a eu une peur de les voir disparaître en 2015-2016. On pensait effectivement que le site allait s'arrêter et que l'entreprise allait devoir effectivement fermer avec tous les emplois qu'il y avait avec. Alors, ce n'est pas l'objet de cette mission d'enquête, mais je tiens quand même à le rappeler. Et on est très heureux qu'EST envisage de se développer, en tout cas sur le département de l'Isère. Deux questions très précises. Alors, effectivement, notre collègue Fabien Gay, avec toute la verve qu'on lui connaît, vous a posé les questions sur le retour d'impôt société de la société ST au niveau national. Mais vous n'avez pas que de la fiscalité nationale, vous avez aussi de la fiscalité locale. Et comme l'a rappelé notre collègue Fabien Gay, il y a des aides de la région et du département de l'Isère aussi, je me permets de le rappeler. Nano, c'était aussi le département et la région. Vous avez une fiscalité locale qui, pour moi, est une des fiscalités locales les plus importantes du département de l'Isère. Est-ce que vous êtes capable d'identifier le retour de toutes les aides locales? Alors peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas, ça fait aussi partie de la richesse que vous apportez au territoire, ce que vous apportez en fiscalité locale, en versement mobilité. Je crois que vous avez un gros budget versement mobilité. Et moi, je crois qu'il est aussi intéressant, aux côtés de l'IS, qui peut peut-être être un sujet, j'entends bien, qu'on ait un retour de ce que vous versez en fiscalité locale au département de l'Isère et à la région Auvergne-Rhône-Alpes qui vous a soutenu. Et puis la deuxième question, sur l'apprentissage. Alors notre président a évoqué avec
avec vous effectivement les aides qui étaient portées à l'apprentissage, en ciblant effectivement sans doute des formations qui étaient de niveau peut-être master ou ingénieur, mais je sais que vous avez aussi dans votre entreprise des personnes qui ne sont pas des cadres et qui sont effectivement des salariés, des ouvriers. Mais est-ce que vous avez possibilité dans vos budgets d'avoir une comptabilité analytique qui vous permette d'analyser le coût de l'apprentissage? Parce que c'est effectivement une recette, mais c'est aussi un coût pour vous, un coût de formation et un coût d'investissement, et notamment avec une école de formation. Est-ce que vous êtes capable effectivement de l'identifier, rapporté aux aides que vous recevez? Toute petite question. Mon collègue a rappelé tout à l'heure que le gouvernement français et italien étaient tous deux actionnaires à part égale, 27,5%. Vous nous avez dit que la France et l'Italie, c'était à peine 4% des ventes. Donc si c'est un peu moins de 2% pour la France, je suppose que c'est à peu près la même chose pour l'Italie. Et comme l'avait rappelé notre président dans son propos liminaire, j'aurais voulu savoir les aides de l'Italie, de la même façon qu'on a étudié les aides pour la France. Merci Anne-Marie. Pardon. Merci Anne-Marie, mais ça me porte une réflexion. On a décidé politiquement, c'est une décision politique de la France, d'accompagner très fort, notamment votre entreprise, sur le fait d'une indépendance, enfin de favoriser l'indépendance, notamment en semi-conducteurs et en les produits qui en découlent. Mais vous nous expliquez en même temps, parce qu'il y a des réflexions qui viennent, que le marché, il n'est pas en France ni en Italie. Donc en quoi, mais je vous pose la question, il n'y a pas de piège, en quoi le fait de vous aider très fort fait que nous, en France, on est moins dépendants puisque le marché, il n'est pas chez nous. Mais on va les vendre ailleurs. Voilà, je voulais... Oui. Je me permets juste de rajouter, parce que j'avais demandé les chiffres en parallèle, la communauté de communes du Grésivaudan, sur lequel est assise l'implantation de Crolles, me dit percevoir 10 millions d'euros de ST par an, 10 millions par an. Voilà, je veux peut-être me confirmer ça, alors peut-être après dans le détail, vous pouvez peut-être pas nous donner ça, mais en versement mobilité, foncier bâti, CFE et compensation sur le terrain. Donc voilà, c'est aussi une aide qui revient à la France indirectement, mais au territoire. Mais je crois que vous l'aviez dit, Monsieur le Président, directeur général, qu'on a 30 millions d'impôts de production. Ça doit être ça, oui, à peu près. Voilà. Bon, je vous laisse répondre aux différentes questions de nos collègues. Et si le rapporteur a une dernière petite question, voilà, puis après on conclura l'audition. Merci. Peut-être juste pour répondre en globalité sur les quelques chiffres que vous nous avez demandé. Donc la masse salariale en France, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros. La fiscalité locale sans le versement de mobilité, c'est 41 millions et plus le versement de mobilité qui est à 12,8 millions, dont le Grésivaudan fait partie, le 10 millions, de ce que je viens de donner. Donc 41 millions pour la fiscalité locale, plus 12,8 millions de mobilité, et la masse salariale en France sur les 12 000 collaborateurs, on est un peu plus d'1 milliard. Voilà sur les quelques chiffres que je peux... Ensuite, sur la... Ensuite, je pense que même j'ai peut-être pas été assez clair pendant mon propos préliminaire, mais il aurait dû être trop long. Donc, les 483 millions d'euros, encore une fois, il faut les mettre en perspective des dépenses de recherche et développement, de la masse salariale et de l'investissement. Donc, je vous redonne les 3 chiffres. Donc, on dépense en recherche et développement 871 millions d'euros en France. On a une masse salariale de 1,1 milliard d'euros en France. Et on a dépensé en 2023 1,8 milliard d'euros en France. Et principalement à Crolles. Donc, à mettre en perspective avec les 483. Bon, je répète, à chaque fois qu'une aide est faite, que ce soit en type d'aide au développement d'une technologie de fabrication ou en d'aide à l'investissement de fabrication, okay, qu'est-ce qui est fait et dûment analysé par l'ensemble des parties prenantes? C'est le scénario alternatif. Et encore une fois, prenez-le de façon très très simple. Je répète, sur les 25 acteurs qui maîtrisent
85% du marché mondial qui reste à 80% intégré. Intel, Samsung et ST Microelectronics. Intel est en train quasiment de disparaître. Restera Samsung et ST Microelectronics. Ça, c'est le point numéro 1. Grâce à quoi? Grâce, et encore une fois, je le remercie en tant que directeur général, depuis les années 2006-2008, les plans nano successifs qui ont aidé au développement de technologies et d'éviter de choisir un modèle sans usine, qui aurait vu irrémédiablement jamais Crolles 300 naître, voire Crolles 200 disparaître. Ça, c'est le point numéro 1. Et ensuite, effectivement, en 2021 et 2022, la volonté pour la France d'aider deux acteurs, ST et GlobalFoundries, de venir faire une extension majeure donc dans l'usine de Crolles pour être en compétition avec ce qui se passait en Allemagne, qui allait aider Taiwan Semiconductor et d'autres acteurs du semi-conducteur. Donc ces subventions-là, elles sont à chaque fois à mettre en perspective avec ça. Encore une fois, si la subvention, si l'Europe à un moment donné et l'État dit bah non, ce scénario-là ne fonctionne pas, et le niveau de la subvention qui peut aller entre 30, 35, 36%, on considère qu'il est ni viable ni crédible, il ne s'opère pas et la société a le choix d'opter pour un scénario alternatif ailleurs. C'est ce que ST ne fait pas à 80% depuis quasiment qu'elle existe. D'où effectivement la région Isère en profite, mais la région PACA et effectivement l'Indre-et-Loire. Donc c'est un point important que je vous demande de mettre en perspective. Je réponds au passage à Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de coups de téléphone que j'ai reçus de Monsieur Tavares et de Monsieur Di Meo et au moment de la pénurie. C'était toujours un plaisir énorme d'avoir mes collègues, mais en général, si vous voulez, quand on débat entre nous, c'est des grandes stratégies, nos relations avec les autorités, etc. Là, c'était pour 5000 microcontrôleurs, 3000 transistors MOSFET, etc. Donc, on a su, et même des petites entreprises qui fabriquaient des jouets, des choses de ce style. Donc le pays, l'impact économique d'un manque de composants sur un pays est énorme. Donc, effectivement, je pense que c'est un choix qui date des années post-Covid, mais qui est bien antérieur post-Covid, puisque, effectivement, l'État français aide la société ST Microelectronics sur la recherche et développement depuis le début des années 2000. Et sans ces aides, puisqu'au passage, on a quand même eu des moments sérieusement difficiles. Je vous rappelle qu'une société comme Nokia a disparu du jour au lendemain et représentait plus de 2 milliards, 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ST. On a failli complètement disparaître. On a accumulé des déficits gigantesques. Donc si vous voulez, c'est tout ça qu'il faut remettre en perspective. Donc, oui, en fait, la chaîne de la valeur des acteurs européens comme l'automobile est extrêmement complexe. Mais à un moment donné, si Stellantis ou si Renault est arrêté, le fait d'avoir une société franco-italienne majoritairement avec soi, permet d'avoir les bonnes allocations de composants. C'est ce qui s'est passé pendant la période Covid. Et je le répète, et maintenant, on est aussi en contact avec les industries militaires et spatiales pour identifier les points de souveraineté qu'il faut absolument protéger au cas où les événements viendraient à se durcir. Donc, je pense avoir répondu à monsieur, à vous, monsieur. Après, sur les questions techniques de madame Puissat. Donc, non, mais je pense qu'on a répondu. On a répondu. Alors, sur la partie italienne, je vais vous dire ça de mémoire. Récemment, elles se sont à peu près équilibrées en termes de montant depuis 3 ans. Sur la période 2018-2024, je pense qu'en cumulé, il doit y avoir un écart à peu près d'1 milliard, 1,2 milliard d'euros de différence entre l'argent qu'a reçu ST en aide de la France
par rapport aux aides italiennes. Quand j'appelle aide, c'est-à-dire subvention directe et crédit impôt recherche. Donc c'est maintenant assez équilibré. On a un grand projet, donc effectivement en Sicile, à Catagne, qui est à peu près le même concept équivalent à celui de Crolles, à savoir de dire, bon voilà, une aide, un investissement, de la recherche et développement, en face d'une aide qui représente entre 30 35, moins de 40% du montant investi total, et qui a été labellisé donc, sous le European Chips Act. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Une dernière question de notre Une dernière micro-question, même si je note que vous nous invitez à réfléchir. J'ai bien noté, je pense que dans nos conclusions, sur l'aspect lien entre imposition et aide publique, vous dites respecter la loi, ce qui est vrai, d'ailleurs, pas de question, mais je pense que ça nourrira notre réflexion qu'à un moment donné, il y a un retour, évidemment, sur l'investissement. Donc, une dernière question, on a beaucoup parlé de souveraineté. Moi, je voulais savoir combien de brevets déposés en France et combien en Italie, parce que je sais que l'Italie est plutôt friand de mettre ses brevets sous domaine public. Donc la question, est-ce que, comme d'autres groupes, notamment Sanofi, vous faites appel à l'optimisation fiscale sur les brevets et notamment l'IP Box pour loger la fiscalité des brevets, l'IP Box. Et enfin, mais vous avez déjà un peu répondu, mais j'y reviens, puisque Bloomberg, le journal d'information boursière, a annoncé en janvier qu'il y aurait un plan, mais vous avez commencé à y répondre, mais je repose la question pour que ça soit plus clair, de suppression de 2000 à 3000 suppression de postes, licenciements, 6% des effectifs au niveau mondial, en France et en Italie. Est-ce que vous démentez ou confirmez cela dans les prochains mois ou prochaines années? Voilà, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc je vous confirme ce que je vous dis. Bon, je ne peux pas commenter ces chiffres parce que malheureusement, ils sont issus de données qui ont été fournies par des parties prenantes hostiles à la société. Donc je ne peux pas commenter ces chiffres qui sont faux. Qui sont faux. S'ils ont été donnés par des parties prenantes qui sont tronqués. Qui sont faux. D'accord. Qui sont simplement faux. Faux, effectivement, en ce qui concerne les nombres et faux en ce qui concerne l'appellation. Donc je vous répète, il n'y aura aucun site de fermé et aucun licenciement sec. Je vous ai répété qu'effectivement... ce qui peut vouloir dire ce que vous avez déjà pratiqué, des plans de départ volontaires. Mais bien sûr. Ah ben voilà. Ça peut être des plans de départ volontaires, ça peut être des plans effectivement où on aide quelqu'un à trouver un emploi, ça peut être effectivement des mutations, ça peut être toute forme. Mais il y a dans notre société, enfin tant que... Donc pas fermeture de site. Ni licenciement sec. Ni licenciement sec. Ça peut être des suppressions de postes. Ça peut être des suppressions de postes. Pourquoi? Écoutez, voilà. Si je vous disais que nous modernisons nos usines pour les rendre plus compétitives et que ça n'a aucun impact à court terme sur l'emploi, il y a deux raisons. C'est soit je vous mens, soit on a une telle croissance qui est prévue qu'effectivement la croissance va complètement absorber la productivité qui va s'améliorer. Or, il s'avère que dans les 3 ans qui viennent, ça ne sera pas le cas. Par contre, on pense qu'une fois digérées les turpitudes cycliques de l'automobile et certains autres types liés au marché, ST rembauchera massivement du personnel. Mais à un instant donné, de par ses obligations de compétitivité, il se peut qu'on ait effectivement des effectifs excessifs. Encore une fois, à peu près combien en France? Je ne peux pas vous le dire, puisque, comme vous le savez très bien, quand on discute avec les partenaires sociaux... vous allez amorcer la discussion avec les partenaires sociaux. Je vous ai dit tout à l'heure. Okay. Si je pouvais vous le dire, ce serait avec grand plaisir et grande transparence. Bon, on attendra que vous l'ayez d'abord donné, ce qui est normal, au syndicat, et puis après on rediscutera. Vous savez comment ça s'appelle, sinon ça s'appelle un délit d'entrave. Et bon, j'ai eu une formation, j'ai été directeur d'usine. C'est ce que je vous dis. Ce qui est logique, c'est d'abord de l'annoncer au CSE et au syndicat. J'ai une formation syndicale très poussée.
Moi aussi. Et sur... On ne va pas avoir la même. Mais... Et sur votre question sur les brevets, on a aujourd'hui 21 000 brevets actifs dans le monde. On en a eu 700 nouveaux en 2024 dans le monde, dont un tiers en France, de nouveaux brevets. 250 à peu près. À peu près. Et est-ce que vous avez recours à l'IP Box, à la fiscalité IP Box? Oui, sûrement. Enfin, oui. Non. On vous le confirmera. Voilà. Non, parce que pour le, on veut bien, parce que pour le coup, oui, non. Pas en France. Pas en France. Pas en France. Pas en France. D'accord. Merci, merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. On va mettre fin à cette audition. Aucun souci. Je trouve que même si ça a été animé, merci de votre volonté d'explication, de transparence. C'est un modèle industriel un peu différent de celui qu'on a auditionné jusqu'à maintenant, donc c'est très intéressant. Allez, essayez de payer un peu d'impôts en France. J'ai pris un petit peu de temps au début, je vous prie de m'excuser, mais je crois que c'était nécessaire d'expliquer. Oui, mais on l'a bien compris. La complexité de notre industrie. Bon. Ça a apporté beaucoup sur notre réflexion et les différentes propositions qu'on pourra faire, je pense. Cette audition a eu ce mérite-là. Merci beaucoup. Merci.
Mes chers collègues, nous poursuivons les travaux de la commission.